Le 26 octobre 1997, plus de 30 000 personnes se pressent à l'aéroport de Njili. Elles attendent un homme qui n'a pas posé le pied à Kinshasa depuis 7 ans. Ça, c'est un fait daté, vérifiable. 7 ans d'absence, jamais vraiment expliqué dans sa biographie officielle. Et voilà ce qui rend cette image dingue. 5 mois plus tôt, presque jour pour jour, un fils du maréchal Mobutu fuyait cette même ville par le même aéroport, direction Brazzaville, puis Monaco. Un empire s'effondre. Et pendant que le fils du président s'évapore, un chanteur revient d'exil sous une ovation de 30 000 personnes. Alors ce soir, je te raconte l'histoire d'un homme que la musique congolaise a longtemps préféré ne pas nommer. Un fils Mobutu qui a tenu une partie de la rumba congolaise, par la gorge mécène pour les uns, bourreau pour les autres. Et à la fin, tu comprendras pourquoi, 30 ans après, aucun des artistes concernés n'en a jamais parlé à voix haute. Kongulu Mobutu naît le 20 et en avril 1970 à Kinshasa. 8e enfant du maréchal, fils de la première épouse, Marie-Antoinette. Une mère qui meurt en 1977 quand lui n'a que 7 ans. Retiens ce détail, on y revient. Alors voilà comment on imagine généralement un fils de dictateur. Un privilégié qui n'a rien eu à prouver. Sauf que Kongulu, d'après ce que plusieurs biographies racontent, passe une partie de son enfance au Kamchachi avec un surnom qui lui colle à la peau, Vatican, un État dans un État. Ce détail-là, personne ne l'a jamais confirmé avec une source solide. C'est une rumeur d'enfance, répétée d'une fiche biographique à l'autre, jamais recoupée par un témoin direct. Je te le donne pour ce qu'il est. Une légende, pas un fait. Ce qu'on sait avec plus de certitude, c'est qu'à un moment, jeune adulte, il fuit vers la Libye, puis le Moyen-Orient. Après un différend avec son propre père, certaines sources parlent d'argent détourné, sans jamais préciser combien ni comment. Mobutu, lui, aurait envoyé une équipe pour le ramener de force, sans succès. C'est de cet épisode que naît son surnom de guerre, Saddam Hussein. Une autre version circule sur l'origine de ce surnom Infas, AFAS, avec des soldats américains à Kinshasa au début des années 1990, où Kongulu aurait encerclé des GI avec son unité pour libérer des citoyens zaïrois arrêtés. Une seule source raconte cette scène sur un ton presque héroïque, aucune autre ne la confirme. Je te la mentionne parce qu'elle circule, pas parce qu'elle est prouvée. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est ce que cherchait Kongulu. 8e enfant sur 10 à 7, orphelin de mère à 7 ans, exilé puis réintégré par son propre père, ce type-là, avait quelque chose à prouver à un homme qui contrôlait un pays entier. Et la manière dont il va choisir de le prouver, c'est en devenant, lui aussi, quelqu'un qu'on craint. Capitaine de la division spéciale présidentielle, secrétaire particulier du général Bolozi au sein du renseignement militaire Kongulu, a une carrière officielle. Mais c'est ailleurs qu'il construit son vrai pouvoir, à la tête de sociétés de transport, d'import-export et surtout d'une maison de production, Yoshad Production. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous. Parce que Yoshad lui donne une influence directe sur le groupe le plus populaire du pays dans les années 90, Wenge Musika. Petite pause, parce qu'il faut que je règle un truc que j'ai buté dessus pendant mes recherches. Plusieurs fiches disent que Kongulu contrôlait Wenge Musika, BCBG. Et ça m'a troublé. Parce qu'en 1997, BCBG désigne officiellement la branche de JB Mpiana, née après la scission du groupe. Alors est-ce que Kongulu soutenait le clan Mpiana ou le clan Verazon? Plusieurs sources se contredisaient là-dessus. En creusant, j'ai fini par comprendre. Avant la scission, le groupe originel s'appelait déjà lui-même Wenge Musika, BCBG, tout terrain, bon chic, bon genre, l'esprit SAPE de toute une génération. Ce nom n'appartenait à personne en particulier. Il appartenait au groupe entier, avec Verazon, JB Mpiana et Didier Mazella ensemble, avant que tout n'explose fin 1997. Ce que Kongulu a financé et protégé, ce n'est donc pas un camp contre l'autre, c'est le Wenge Musika, originel, dans son entier, à l'apogée de son succès, avant que la maison ne se déchire. Ce détail change tout pour la suite de cette histoire. Parce que ce qui va se passer après la scission qui va soutenir Kissa, en revanche, personne ne l'a jamais raconté en le reliant à Kongulu. On y arrive. Le mécénat, en soi, ce n'est jamais qu'une histoire d'argent. Ce qui rend l'histoire de Kongulu différente,
c'est que plusieurs récits, indépendamment, lui attribuent aussi un rôle d'arbitre, presque de juge, dans les conflits entre stars. Premier exemple, la querelle entre Koffi Olomide et Jossart Nyoka Longo, alimentée par des allers-retours de musiciens entre le quartier latin et Zaiko Langa Langa. Kongulu, d'après plusieurs biographies qui se recoupent, aurait forcé une réconciliation entre les deux hommes. Attention, je te le dis honnêtement, cette histoire est répétée presque mot pour mot d'une fiche à l'autre, sans jamais une date, un lieu, un témoin direct. Fiabilité moyenne, c'est établi qu'elle circule largement, ce n'est pas établi qu'elle s'est passée exactement comme on le raconte. Deuxième exemple, plus trouble, Marie-Paul Kamboulou, choriste puis figure du groupe, aurait vu son passeport confisqué par Kongulu au moment de sa dissidence. Et là, il y a une vraie zone d'ombre que je veux te montrer plutôt que te la cacher, parce que la dissidence documentée de Marie-Paul, celle où il quitte le Wenge Musika, originel pour fonder sa propre branche, semble remonter à 1990, bien avant l'apogée du contrôle de Kongulu sur le groupe. Est-ce cette rupture-là qui a valu la confiscation du passeport? Dans le cercle de Wenge Musika, à cette époque, la présence de Kongulu ne relevait pas seulement du chéquier, elle relevait aussi, au moins par la rumeur, de la peur. Et voilà le personnage le plus fascinant de cette histoire, parce que c'est celui dont le silence est le plus assourdissant. King Kester Emeneya, l'un des plus grands noms de la musique congolaise du XXe siècle. Reçu plusieurs fois par Mobutu lui-même, il a même animé, sur invitation du maréchal, la soirée de la visite de François Mitterrand à Kinshasa en 1984. Sa biographie officielle, celle que sa famille et ses admirateurs racontent encore aujourd'hui, insiste sur cette proximité cordiale avec le pouvoir. Sauf que une seule source, un blog au ton très politique, raconte une toute autre histoire, une querelle personnelle entre Emeneya et Kongulu autour d'une femme, précise le texte qui aurait contraint le chanteur à vivre en exil jusqu'à la chute du régime. Fiabilité basse, source unique, jamais reprise nulle part ailleurs. Alors normalement, je m'arrêterai là et je te dirai, rumeur non confirmée, on passe. Sauf que, en creusant la biographie officielle elle-même, je suis tombé sur une phrase qui m'a arrêté net le 26 octobre 1997. Oui, la même date que mon ouverture Emeneya atterrit à Njili après 7 années d'absence. 7 ans. Ce n'est écrit nulle part pourquoi il était parti. Juste la durée et l'ampleur de l'accueil, 30 000 personnes à l'aéroport, puis, 3 semaines plus tard, 80 000 spectateurs au Stade des Martyrs, le plus grand concert jamais organisé par un artiste congolais jusque-là. 7 ans en arrière, ça nous ramène vers 1990. Exactement l'époque où le Zaïre bascule dans la crise politique, où Mobutu doit ouvrir le pays au multipartisme, et où, coïncidence ou pas, Kongulu commence à construire son influence sur le milieu musical. Je ne peux pas t'affirmer que ce départ et cette rumeur de querelle sont liés. C'est ici que mon enquête s'arrête sur ce point précis. Ce que je peux te dire, c'est que la biographie officielle ne mentionne aucun conflit et que le silence, parfois, en dit autant qu'un aveu. Jusqu'ici, on parle de musique, d'ego, de rivalité de stars. Mais il existe une deuxième version de Kongulu, beaucoup plus sombre, qui dépasse largement le monde de la rumba. Selon un ancien employé, cité dans un rapport des Nations Unies, une autre société de Kongulu Yoshad aurait servi de façade à 3 choses: l'extorsion, la propagande d'État et la surveillance des opposants politiques. Je te le dis franchement, je n'ai pas réussi à remonter jusqu'au document original de l'ONU. Aucune source ne cite précisément son numéro, son année, son intitulé exact. C'est une information établie dans le sens où plusieurs encyclopédies la reprennent en citant l'ONU comme origine, mais la source primaire elle-même reste, pour l'instant, hors de portée. C'est ici que mon enquête s'arrête, sur ce document précis. Deuxième piste, l'émission d'investigation allemande Kennzeichen D sur ZDF aurait affirmé que Kongulu a participé au transfert secret d'or zaïrois vers la Gambie dans les années 1990, une manière pour le régime finissant de mettre une partie de la fortune du pays à l'abri avant l'effondrement. Là encore, je n'ai pas retrouvé le reportage lui-même en ligne. L'affirmation est reprise par plusieurs encyclopédies comme un fait établi par ZDF, mais je ne peux pas te montrer les images.
parce qu'elle ne l'est pas. Voilà le vrai visage à double fond de cet homme, mécène de la culture d'un côté, rouage présumé de la répression de l'autre. Et c'est peut être ça, la clé, pour comprendre pourquoi personne, dans le milieu musical, n'a jamais voulu raconter sa relation avec lui. Mai 1997, l'AFDL de Kabila est aux portes de Kinshasa. Et le 17 mai, Kongulu Mobutu est le dernier membre de la famille présidentielle à quitter la capitale. Il fuit vers Brazzaville, puis Monaco. Ce jour-là, l'homme qui contrôlait une partie de la rumba congolaise, qui aurait dressé des listes d'opposants, qui aurait organisé des transferts d'or, cet homme-là disparaît du pays en catastrophe comme n'importe quel fugitif. Le 7 septembre 1997, son père meurt en exil à Rabat. Et le 26 octobre 1997, 7 semaines après la mort de Mobutu, 5 mois après la fuite de Kongulu King, Kester Emeneya atterrit à Njili sous une ovation de 30 000 personnes. Regarde ce contraste une seconde. Le fils du régime s'efface dans la honte. L'artiste que la rumeur associe à une querelle avec ce même fils revient en triomphe exactement au moment où le pouvoir qui aurait pu lui nuire n'existe plus. Coïncidence de calendrier? Peut être, mais avoue que le timing est troublant. Wenge Musika, originel celui-là même que Kongulu avait longtemps protégé, explose. Le 7 décembre, la rupture est consommée entre JB Mpiana et Verazon. Et voilà le détail que mon enquête a fini par isoler, celui que personne n'avait jamais raconté sous cet angle. À la création de Wenge Musika, maison mère, 3 noms apportent publiquement leur soutien à Verazon: King Kester Emeneya, Kofi Olomide, Marie-Paul Kambulu. Regarde qui sont ces 3-là. Kofi, dont la réconciliation forcée avec Nyokalongo est attribuée à Kongulu, Marie-Paul, dont le passeport aurait été confisqué par Kongulu, Emeneya, dont on murmure sans preuve solide un exil provoqué par Kongulu, 3 artistes dont le nom a, à un moment ou un autre, croisé celui du fils Mobutu. Et les voilà réunis, publiquement, exactement 6 semaines après que ce même Kongulu a disparu du pays et 7 semaines après la mort de son père. Je ne vais pas te dire que c'est une preuve de quoi que ce soit. Ce serait transformer un vide en insinuation, et ça, je me l'interdis. Mais c'est une coïncidence de calendrier qui mérite d'être posée comme question, pas balayée. Est-ce qu'un empire de pouvoir sur la musique congolaise s'est tout simplement recomposé, en quelques semaines, autour d'un nouveau centre de gravité, dès que l'ancien a disparu? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes.